Tatiana, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Nous sommes le lundi 19 mai. Je suis ravie de vous retrouver. Au sommaire ce soir, l'intelligence artificielle dans l'enseignement. Au Fénois, le monde de l'éducation est en pleine réflexion. Comment intégrer l'outil au travers de projets éducatifs? Comment l'adapter aux réalités locales? On en parle au début de ce journal. Nous irons à Rayatea ensuite où des pêcheurs sont désormais capables de collecter et d'analyser des données pour une meilleure gestion des ressources marines. Une initiative de l'ONG de Nature Conservancy. Elle forme les communautés locales au service d'une pêche durable. Fini la saison de l'abondance, la Polynésie s'apprête à entrer dans le Matari Iraro, la période de disette célébrée ce soir dans les jardins de Paufei. On en parlera en direct avec notre journaliste Heimanu Manutei. Enfin, nous partirons à Rurutu pour découvrir ou redécouvrir les traditions du mai, une grande manifestation protestante. Focus ce soir sur le Tuaroi, un temps de recueillement dans la prière et les chants qui durent jusqu'au lever du jour. Comment intégrer l'intelligence artificielle dans l'enseignement? C'est donc une question au cœur du monde de l'éducation au Fénois. Si les projets sont nombreux, encore faut-il savoir les adapter aux réalités locales et surtout tisser un enseignement solide autour de l'IA. Autant de réflexions, de préoccupations menées lors de la première journée de l'innovation. Liora Bounik et Manon Kemoun-Baye y ont assisté. L'intelligence artificielle, deux mots qui fascinent mais qui inquiètent aussi. Les outils sont là, efficaces, mais sont-ils réellement adaptés aux plus jeunes ? On a fait venir un chercheur de métropole, Madame Margarida Romero, qui nous accompagne pour mettre en place des groupes expérimentaux pour intégrer l'IA dans des pratiques éducatives du premier degré jusqu'au second degré. Donc on a un groupe de formateurs qui accompagnent les projets de manière proximale, donc dans les établissements, avec plus de 10 projets que nous menons actuellement sur le terrain. La finalité, un livre blanc qui compilera les meilleures pratiques pédagogiques. Les enseignants y sont favorables, y compris à l'école primaire. J'ai utilisé l'IA pour aider mes élèves à produire de l'écrit. Peu importe leur niveau, ils ont quelque chose à y gagner parce qu'à partir du moment où nous, les enseignants, on cadre la demande, l'élève va bénéficier en fait de la plus-value de l'IA. Les élèves les plus avancés gagnent en autonomie, les autres bénéficient d'un véritable point d'appui. L'IA s'adapte, mais son usage doit rester encadré. Les élèves, eux, ils sont beaucoup proactifs, ils y vont direct, sauf qu'ils n'ont pas les garde-fous nécessaires à l'usage de l'IA, et donc on doit réellement les accompagner là-dessus. Et donc il y a à avoir des procédures, un cadre qui doit leur permettre de se repérer dedans, parce que l'IA n'est pas une fin en soi, ça reste un outil. Un outil polyvalent, utilisé dès le primaire, mais aussi dans l'enseignement supérieur. Exemple concret avec Ragaren. On va interroger à l'aide de l'IA des documents que l'on a ciblés auparavant. Donc pour les étudiants de l'INSPE, ça peut être des programmes officiels pour préparer les concours. Ça peut être également des articles de recherche parce que certains doivent rédiger un mémoire de recherche. Si l'IA peut aider, elle peut aussi se tromper. Mieux vaut donc garder l'esprit critique et vérifier ses sources. Voilà, et avis maintenant à tous ceux qui l'auraient aperçu ou bien qui auraient des informations. Une jeune fille de 16 ans est actuellement recherchée par les gendarmes. Claire Dordillon aurait fugué du domicile de ses grands-parents vendredi dernier et serait coutumière des faits. Un appel à témoins a été lancé. Elle portait un short en jean, un petit haut noir et était pieds nus. Si vous avez des informations pour aider à retrouver l'adolescente, appelez le 40 46 72 00, le 40 46 72 00 ou bien composez directement le 17. Les pêcheurs de Polynésie formés à la collecte et à l'analyse de données. Objectif, une meilleure gestion des ressources pour une pêche durable. Le concept, baptisé Fish Kit, est porté par l'ONG de Nature Conservancy à Rayatea. La pratique sur le terrain a commencé. Athéna Milcam sur les images de Samuel Ravatois-Smith.
On va placer les poissons de cette façon. Sinon, on fait notre possible pour aller plus vite pour que les pêcheurs n'attendent pas aussi longtemps. Peser, mesurer, identifier, la pêche du jour est minutieusement analysée dès le retour à quai. Ces opérations d'échantillonnage, encadrées par le programme Fishkit no Porinetia, visent à prendre la mesure de l'état des stocks lagonaires. Donc le travail d'échantillonneur, c'est un métier qui est quand même assez nouveau. Donc aujourd'hui en Polynésie française, il en existe très peu et la plupart ce sont des personnes qui viennent de France ou de l'étranger. Donc là l'idée c'est d'avoir aussi finalement des personnes qui sont formées localement à ce travail-là, qui pourront après aider peut-être par la suite les communes, mais aussi le pays à collecter plus de données. Et ces personnes-là pourront être aussi des référentes chacune sur leur île, sur tout ce qui est gestion des pêches et puis plus largement gestion de l'environnement auprès des communes. À Raiatea, Matei est l'un de ces nouveaux échantillonneurs. Il a présenté les premiers résultats de son travail aux pêcheurs de Tumara, où un rahoui est en place depuis 1 an. Une restitution bien accueillie par les professionnels de la mer, prêts à renforcer les règles déjà en vigueur. Et pour l'instant, on a mis une réglementation. Et avec ça, on pourrait mettre d'autres règles en plus. Par exemple, la taille des poissons. On devait dire, tiens, les tailles, ça va être de tel centimètre pour chaque espèce. On met une taille pour chaque espèce qu'on va pêcher. Et c'est ça qu'on voulait aussi qu'on fasse. Et peut-être mettre des quotas aussi. Mettre des quotas, de manière à ce qu'il n'y ait pas de surpêche. Une collaboration précieuse entre savoir scientifique et tradition locale. Témoins quotidiens des changements du lagon, les pêcheurs semblent convaincus. Mais pour que cette démarche porte ses fruits, elle doit s'appuyer sur l'engagement de tous. Se tenir informé, c'est bien. Mais se sentir concerné, c'est mieux. Car nous sommes tous responsables et je suis convaincue qu'on peut vivre de notre pêche, mais avec des mesures de gestion pour une pêche plus durable. Et sans plus attendre, je vous propose de retrouver notre journaliste Heimanu Manutrei, direction les jardins de Paufei, où les célébrations du Matari Iraro sont en cours. Demain, mardi 20 mai, nous entrons dans la période de disette. Heimanu, bonsoir. C'est donc une nouvelle saison qui s'ouvre au Fénois. Oui, bonsoir Sophie et bonsoir à toute la Polynésie qui nous regarde ici en direct des jardins de Paufei. Comme tu l'as vu, donc la cérémonie vient à peine de commencer. Donc, comme tu l'évoquais, ce soir, on célèbre donc l'âme du Fénois, plus particulièrement Te Tau Matari Iraro, un temps de réflexion, de partage, donc de commémoration et de transmission des savoirs. Donc, je ne sais pas si tu le souviens, mais on l'a célébré il y a le mois de novembre dernier. Donc, c'était donc la saison d'abondance. Ce soir, on célèbre donc Matari Iraro, donc la période sèche, ou encore la période de disette ou de famine. Et pour en savoir plus, je te propose de recevoir donc Hitiura Mervin, conseiller technique auprès du ministère de la Culture. Hitiura Yorana. Yorana. Donc, Te Tau Matari Iraro est bien plus qu'une célébration. Pour les 3 jours qui suivent, plusieurs activités sont à l'honneur, telles que le métier d'archéologue, la fabrication du tapa et j'en passe. Pourquoi une telle organisation? Tout simplement parce que c'est quelque chose qui nous appartient. Donc il a été question de se réapproprier toutes ces cérémonies dont fait partie Matari Iraro. C'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur, en tous les cas qui tient à cœur au ministre, de pouvoir remettre en lumière ces cérémonies pour que finalement toute la population puisse se l'approprier. Et ça rentre également dans les axes, dans la politique culturelle du gouvernement. Donc vous parlez de transmission, n'est-il pas envisageable d'inscrire cette célébration dans un cadre scolaire? Donc comme tu le disais, je pense éventuellement à Matari Iraro et d'autres cérémonies. Depuis que Ronnie Teripaya a repris le portefeuille de la culture et de l'éducation, il a toujours été question finalement de transmission. C'est pour ça qu'à chaque fois que nous organisons, que nous projetons de faire un événement, il est question d'intégrer les scolaires. Et lorsque je dis d'intégrer les scolaires, on laisse complètement les scolaires, nos enfants, pouvoir mener à bien ces ateliers, découvrir, redécouvrir et apprendre. Hitiura, au-delà de la culture, on parle donc d'apprentissage de la langue. Donc, n'est-ce pas un moyen
pour les jeunes de s'accaparer ou bien de pratiquer davantage leur langue maternelle. Oui, tout à fait. Lorsqu'on parle de Matar Iraro, Matar Inia, ou l'ensemble des cérémonies que nous pouvons et que nous souhaitons organiser, effectivement que la langue joue un rôle prépondérant dans ces cérémonies. Et vous le verrez finalement dans chaque cérémonie que nous tentons d'organiser, il est question de mettre en avant la langue, enfin, les langues vernaculaires de ce pays. Je ne sais pas si vous l'entendez, en tous les cas, derrière, il y a déjà des oreros qui commencent à ouvrir ces festivités. Ma toute dernière question, Hitiura, indépendamment des Pléiades ou encore de la période de disette, qu'est-ce qu'on doit retenir de Matar Iraro? Comme vous l'avez souligné dans votre introduction, effectivement, Matar Iraro, en tous les cas, c'est pas le message que souhaite donner le ministère, c'est-à-dire une saison de disette, puisque si on est attentif à ce qui se passe autour de nous, la nature continue quand même à produire. Donc c'est vraiment un temps de réflexion, un temps de partage et surtout un temps fort de transmission. Et je pense que c'est aussi le message que je laisse à l'ensemble des parents, à l'ensemble des grands-parents. Il est temps de transmettre. Je te remercie Hitiura d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir répondu à mes questions. Donc voici ce qu'on peut dire ici en direct des jardins de Paoufei. Donc à noter que cette célébration se termine à 22h. Donc pour vous qui êtes passionnés de culture, vous avez jusqu'à mercredi pour profiter des ateliers que propose la Maison de la Culture et vivre un voyage, si j'ose le dire, au cœur de la culture polynésienne. Et c'était Manoutai en direct de Pap Été pour Tahiti Nuit Télévision. Merci beaucoup Heymanu Manoutai, mais également Nicolas Pérez qui est derrière la caméra. De la couleur et un clin d'œil à l'océan maintenant. À Punaauia, une nouvelle fresque prend forme sous la passerelle de Ta'apuna. L'artiste Saravio sort une nouvelle fois les pinceaux pour embellir un aménagement urbain. Le street art, devenu en quelques années une forme d'expression très prisée au Fénois. Thomas Chabrol, Tauhiti, Tauniwa Moussan. L'onde de Tapuna se dévoile petit à petit au bord de la route et en face du spot de surf. Le mur de la passerelle piétonne se part de forme et des couleurs de la commune. L'artiste Saravio a choisi de représenter une vainée dont la chevelure se prolonge en une vague dans l'océan. Il y a des petits clins d'œil que j'ai faits. J'ai mis des poissons en forme d'orange, qui sont oranges, avec des petites nageoires et tout ça. Donc c'est vraiment un côté onirique que j'aime beaucoup apporter dans mes œuvres pour parler de la beauté en fait, de la nature. Cette nouvelle fresque murale est un projet mené par la municipalité de Punaauia. L'art urbain est de plus en plus employé pour embellir dans les communes des façades d'immeubles ou des infrastructures comme des passerelles ou des tunnels. Les artistes peuvent ainsi exprimer tout leur talent sur des très grandes surfaces. Un chantier comme celui-ci perturbe forcément la circulation selon les heures. Le projet sera terminé avant la date prévue du 1er juin. Il y a les automobilistes des fois qui sont pas très contents. Je m'en excuse et je vais faire au maximum. Là on passe à la phase embellissement. Ça prend bien forme et je pense que j'aurai fini d'ici quelques jours, d'ici 4-5 jours à max. Dans le flot de véhicules, les automobilistes peuvent apercevoir en passant sous la passerelle des espèces marines colorées. Le street art, un choix pour transmettre un message. La vie océanique dans son ensemble reste fragile et elle doit être préservée. De l'autre côté de la passerelle, c'est une planche de surf qui habillera ce pilier. L'artiste sera accompagné de jeunes de la commune pour peindre cette partie. Une surprise visuelle sera même à découvrir. Le portrait de la rédaction ce soir est consacré à une jeune danseuse, Hanaei, à 10 ans, et a fait du Ori Tahiti sa passion, une passion qu'elle partage avec sa maman. Un portrait touchant entre culture et épanouissement personnel que nous dévoile Nicolas Bonjean. Je m'appelle Hanaei Tarahu, j'ai 10 ans et je suis à l'école Sapar Center. Comme école de danse, je suis à Hariri, Tahiti. La danse, ce que je préfère, c'est être dans les coulisses avec tous mes camarades, me préparer avant le spectacle. C'est ça que je préfère dans la danse. Et c'est pour ça que ça me donne envie d'y aller. Oui, parce que je sais que celui-là, je vais bien m'amuser. Ah ouais? Oui. Et tu sais pourquoi? Oui, parce que cette fois-ci, j'ai beaucoup plus d'amis que l'année dernière. Je connais mieux mes pas et mes bons.
Je m'appelle Feymano Dauteser et je suis la maman de Hannah Ei. On a commencé la danse ensemble. En fait, c'est elle qui a voulu commencer. Et pour qu'on puisse avoir une activité mère-fille, je l'ai suivie en fait. Elle a commencé à 5 ans. Elle a fait plusieurs écoles de danse. Et ça lui a apporté d'un point de vue social, du coup, un épanouissement. Pour elle, c'était important d'avoir des copines et ça comblait justement avec les copines de l'école. Elle fait aussi de la danse hip-hop, du coup, avec l'école de danse All in One. Donc, qu'elle a commencé il n'y a pas très longtemps et ça se complète assez bien. On part dans les îles à présent, à Rurutu plus particulièrement, où les célébrations annuelles du mai ont eu lieu ce week-end. Une grande manifestation protestante. Parmi les rituels, celui du Tuaroi. Durant plus de 12 heures, la communauté de l'île se réunit au rythme des chants bibliques. Une manifestation qui dure jusqu'au petit jour. Samteinaore, images et interviews signées Mereteato et Herehau Tiariki. Certains voient dans ces chapeaux des fantaisies, d'autres des coquetteries, mais ici à Rurutu, la tenue est avant tout un outil de compétition. Jeunes et moins jeunes se préparent de longue date pour honorer la tradition du Tuaroifao. Après chaque Oforamé, toutes les paroisses protestantes de l'île se réunissent pour se livrer à une compétition de chants et de joutes bibliques de 19h jusqu'à 6h du matin sans interruption. Plusieurs jeunes sont là pour assurer la relève. C'est important pour nous les jeunes d'apprendre et de retenir nos traditions en fait, parce que maintenant nos traditions elles se perdent et pour nous on tient à ce que cela se continue à l'avenir. Le Tuaroi est une tradition bien ancrée dans la foi des protestants de l'île de Rurutu. Il s'agit de joutes autour de versets bibliques. Les paroissiens des 3 villages de l'île choisissent un champion qui propose une forme de commentaire composé du verset choisi pour la soirée. Ici, c'est tous les Rurutu, mais pas si moi je suis d'ici. Je suis obligé de monter en haut. Je ne vais pas me laisser faire, parce que je suis un peu les autres. Si c'est eux qui commencent, on dit j'ai déjà préparé mon thème. Mais en les entend parler du thème de ce soir, on dit, je changeais un peu. C'est pour leur dire, je suis le plus fort. C'est comme ça un peu ici, à Rurutu. Chaque intervention peut durer plus d'1 heure et est ponctuée de chants qui peuvent durer plus d'1 heure non-stop. À 6h du matin, la fin du Tuaroi est marquée par une dernière prière. Les responsables des paroisses des 3 villages se réuniront dans les jours à venir pour désigner la paroisse qui accueillera le prochain Tuaroi. Être désigné est synonyme de victoire. Pour les 2 autres villages, l'objectif au prochain Tuaroi sera de battre le champion et de chanter avec encore plus de ferveur. Voilà pour ces traditions qui perdurent à Rurutu. Et on continue de vous faire voyager dans les îles à direction Raiatea. Mais pour parler sport au féminin, l'équipe de football de l'île Sacrée fera une rencontre décisive ce samedi, celle du club de Pirée en demi-finale des championnats de Polynésie. Une rencontre redoutée avec les favorites du tournoi, mais les joueuses de Raiatea restent confiantes. Elles se sont confiées lors d'un entraînement à Jessica Doucet. C'est une rencontre très attendue. Les joueuses de Raiatea vont affronter celles de Pirée aux demi-finales. Selon les dirigeants du club de Raiatea, c'est David qui rencontre Goliath. On est une toute petite équipe, le petit poussé de la coupe, et contre la grosse équipe de Pirée. C'est difficile pour nous, je pense que jouer face à un tel adversaire, c'est déjà un honneur. Et j'espère que les filles pourront emmagasiner beaucoup d'expérience et faire de leur mieux pour représenter au mieux notre île.
Pour leur première participation au championnat, les joueuses de Samine ne comptent pas se laisser impressionner. Elles travaillent la technique, la cohésion, elles élaborent des stratégies d'attaque et de défense. Les entraînements se sont intensifiés ces derniers jours. Je vais plus focaliser donc cette préparation sur le côté mental et surtout sur le côté tactique. Physiquement, on a fait ce qu'on a pu avec les joueuses qui étaient présentes aux entraînements. Forcément, on peut essayer donc de rivaliser en essayant peut-être d'être meilleur tactiquement que l'équipe adverse, chose qui est difficile. Mais après, voilà, c'est surtout le vécu, l'expérience qui va un peu nous jouer des tours à mon avis. Étant la seule équipe féminine de Ayatia, il lui est difficile sur place d'organiser des rencontres pour évaluer son niveau. Il y a un fossé entre nous et Tahiti dans le sens où on manque de compétition. Nos compétitions sont adaptées sur du foot en largeur et non pas sur du foot à 11, ce qui est dommageable. Et c'est le fait de peu jouer aussi qui est préjudiciable pour l'équipe. 9 joueuses en moins de 19 ans. Donc c'est une équipe très jeune et qui manque surtout d'expérience. Et c'est là où ça va surtout faire ça pourrait se jouer à mon avis sur ce. Mais les joueuses sont motivées et prêtes à en découdre. Qu'elles gagnent le match ou pas, elles estiment qu'elles en sortiront grandies. On va essayer de se donner un maximum pour faire un bon match. En tout cas, on va pas se laisser faire, ça c'est sûr. Le match se disputera à domicile au stade territorial de Outuroa. Et nous arrivons au terme de ce journal. À suivre l'émission To'u Whenua To'u Ora, direction Marina pour découvrir une exposition spéciale Fête des Mères. À 19h30, retrouvez la série Le Fil d'Ariane. Enfin, l'émission Enquête exclusive. Très bon début de semaine à tous. On se revoit demain pour de nouvelles actualités. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.